Salut et merci d'écouter À ta santé, le podcast qui parle de santé simplement, accessible à tous et loin du jargon incompréhensible de l'hôpital. Dans chaque épisode, je reçois un invité afin qu'il ou elle nous parle de son expérience. Ce podcast est l'occasion de donner la parole à ceux que l'on entend trop peu. Je pense aux patients, mais aussi aux professionnels de la santé. Et pour cet épisode enregistré avant le deuxième confinement, j'ai reçu Halima Taïbi Lamali. Elle est aide-soignante, éducatrice spécialisée et autrice d'un livre sorti aux éditions Michel Lafon qui s'appelle La Veilleuse. Halima, elle a 36 ans et elle nous raconte dans son livre comment un soir où elle est seule avec 11 résidents, son service prend feu et comment en 7 minutes, elle va tous leur sauver la vie. Mais ce livre, c'est aussi et surtout son histoire qui l'a amenée à faire ce métier d'aide-soignante, puis d'éducatrice spécialisée, avant de devenir étudiante infirmière, dont elle a commencé les études cette année. Avec Halima, nous avons discuté de son rapport à son métier, aux patients et à l'attachement qu'elle leur porte. C'est avec plaisir que je vous laisse découvrir l'épisode. Bonne écoute. Salut Halima. Salut. Tu vas bien ? Oui, ça va, merci. Du coup, je disais en introduction, tu es aide-soignante, mais on va directement expliquer pourquoi il y a un petit changement. Oui, parce que j'ai décidé de reprendre mes études et de devenir infirmière. Ouais. Donc, moi, je suis partie... j'ai toujours voulu être infirmière. Hein. Après, la vie a fait que j'ai eu mes enfants et voilà que j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante. Au début en faisant fonction et puis j'ai aimé travailler dans ce métier et j'ai aimé travailler avec des patients euh, riches de plein d'expériences. Du coup, j'ai décidé de me diplômer pour bien avoir des bonnes pratiques. Et après ça, j'ai travaillé avec beaucoup les personnes handicapées, avec les personnes âgées. Et après l'incendie, j'ai eu quelques moments de stress qui m'ont poussée à changer de métier, à devenir éducatrice. Parce que du coup, tu as vécu un événement un peu traumatisant, je pense, dans la vie d'une personne. Très traumatisant. On peut expliquer l'incendie peut-être parce que ça va être... Ouais. Alors, une nuit où je travaillais, un incendie s'est déclenché sur l'établissement où je travaillais, donc j'étais toute seule. Et le feu a pris très rapidement. J'ai juste eu le temps d'appeler, enfin juste avant j'avais appelé la directrice parce que je comprenais pas pourquoi l'alarme s'était déclenchée, on voyait pas du tout le feu encore, c'était dans les combles. Et quand j'ai vu que les flammes descendaient du plafond, j'étais encore en ligne avec la directrice. Elle a appelé les pompiers, j'ai sorti les résidents un à un, j'en avais 11. Et du coup, l'établissement a brûlé quasi tout entier. Ouais, ce que tu racontes dans ton livre, donc l'alarme incendie se met en route, et toi tu comprends pas. Ouais, moi je comprends pas. Donc je fais des tours, je cherche il est où l'incendie, je vois rien. Donc je me dis vu qu'il y avait déjà eu des déclenchements intempestifs de l'alarme, je me suis dit c'est rien, ça doit être juste électrique. Donc j'y prête pas plus d'attention que ça. Et j'appelle ma directrice, elle me conseille d'appeler les pompiers pour qu'ils viennent vérifier parce que j'arrivais pas du tout à éteindre l'alarme. Et à ce moment-là, je suis encore en ligne avec elle et les flammes descendent du plafond. Donc prise de panique totale parce que c'était vraiment des grosses flammes. Je commence à sortir les résidents sans me poser de questions. Et du coup, les pompiers arrivent quand j'ai fini de sortir tout le monde. Enfin, je crois avoir sorti tout le monde. Je commence à les compter sur le parking et finalement, je me rends compte qu'il en manque une. Donc, j'y retourne en courant. Un pompier me court après pour me rattraper, mais je ne le laisse pas faire parce que je sais où est-ce qu'elle est la chambre. Et du coup, j'irai beaucoup plus vite. Je sors la dernière résidente et là, les pompiers prennent le relais, mais je suis complètement lessivée, quoi. Ouais, et ça, c'est ce que tu expliques dans ton livre, c'est une petite partie même de ton livre. Donc ça a duré 7 minutes. Et pendant 7 minutes, tu as réussi à sortir 7 résidents. Non, 11. 11, pardon. Oui, non, 7 minutes et 11 résidents. Et qui revenaient se coucher. Moi, c'est ce qui m'a Oui. c'est ce qui m'a fait rire C'était dans ton des personnes livre. handicapées, donc déjà,
Pour celles qui marchaient pas, fallait les mettre au fauteuil. Et pour celles qui marchaient, bah, retourner se coucher. Parce que elle comprenait pas du tout ce qui se passait. Donc, il y avait c'est des pathologies du polyhandicap qui font que déjà elles étaient ensuquées par leurs médicaments. Ils ont des traitements neurologiques, donc ils étaient c'était KO. Hein, c'était en plein dans leur sommeil. Donc, ils retournaient dormir, ils comprenaient pas. Et puis, il y en avait carrément qui me disaient, mais laisse-nous tranquille. J'en ai un qui s'est assis par terre, j'en ai fait tomber un, je m'en suis voulu parce qu'il s'est pris, je l'avais couvert que d'un drap, il s'est pris, et le drap s'est pris dans les roues du fauteuil, du coup il est tombé. C'était vraiment n'importe quoi. Ouais, bah, de toute façon, on imagine dans ces cas-là, comment on ferait? Moi, je sais pas. Ouais, ben moi j'ai fait comme j'ai pu en tout cas. Et d'ailleurs, j'avais une question parce que moi, je me souviens en formation infirmière, on a été formés à l'incendie, mais on s'est tous dit, bon, ça arrivera jamais. Ouais, Vraiment, je me souviens. Si, je me suis toujours dit, ça n'arrivera jamais. C'est ça. Et après, j'entends. Et on a quoi dans la tête quand on doit sortir 11 En fait, on patients? réfléchit pas. Et surtout, chose importante, tu es toute seule la nuit et que tu dois sortir 11 résidents. Il y en a 3 qui sont pas là ce soir-là. Heureusement. Donc, heureusement, ouais. Parce que c'était pas les plus légers. D'accord. En plus. donc tu as 11 résidents à sortir, ce qui est déjà énorme en 7 minutes, et toute seule. Alors, tu as l'aide de ton collègue. J'ai l'aide de mon collègue, sauf que mon collègue voit les pompiers arriver. Du coup, il y a une coupure d'électricité quand il y a eu l'incendie. Donc, le portail ne s'ouvre pas. Et du coup, il faut qu'il aille l'ouvrir manuellement. Et c'est très compliqué à ouvrir manuellement. Déjà, il faut trouver la bonne clé pour ouvrir le boîtier, pour après tourner la manivelle pour qu'il s'ouvre. Donc, il perd un temps fou avant de venir m'aider. Et au moment où il vient m'aider, déjà, les pompiers sont déjà là. Donc. Et moi, j'essaye de réfléchir. Plus largement, sans parler de l'incendie, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à faire ce métier d'aide-soignante? Ou déjà, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est le métier d'aide-soignant? Le métier d'aide-soignante, c'est une aide-soignante, en vrai, c'est une personne qui est là du matin au soir. En fait, elle n'est pas là du matin au soir, mais l'aide-soignante, elle est là au réveil. Donc, elle va réveiller le résident, elle va l'accompagner dans ses gestes de la vie quotidienne. Donc, la douche, à manger, la prise de médicaments. On associe souvent les médicaments à l'infirmière, mais ça dépend où on travaille, hein, parce que la plupart du temps, c'est nous qui les donnons. Et voilà, c'est tous ces petits gestes, c'est lui proposer des activités, faire en sorte d'améliorer son quotidien. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier? Tu disais que tu voulais être infirmière. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire aide-soignante? En réalité, moi, j'ai commencé par un job d'été où j'ai travaillé dans une maison de retraite. Et au début, je me disais, mais c'est quoi ce boulot? N'importe quoi, aucune chance. Les 15 premiers jours, c'était ça. Je suis rentrée dans une maison de retraite qui sentait l'urine, mais à plein nez. J'avais juste envie de vomir. Et sur ce même lieu, hein, sur cette même maison de retraite, j'ai rencontré une autre aide-soignante qui s'appelait Isata. Et elle m'a pris sous son aile et elle m'a dit mais si, tu vas voir, tu vas kiffer, t'inquiète, tu vas voir, c'est un beau métier et tout. Moi, je m'étais déjà occupée de ma grand-mère jusqu'à son décès. Et en fait, elle me disait prends le temps avec eux, tu vas voir, tu vas aimer, prends le temps. Et c'est vrai que j'ai pris le temps. J'ai discuté avec des personnes qui m'ont appris plein de choses, des personnes âgées qui m'ont ouvert les yeux sur quand on dit choisissez votre point de vue et mettez-vous à la place des autres, mais je me suis mis à la place des autres et j'ai changé mon point de vue. Et c'est vrai que j'ai vraiment adhéré au métier. Pour moi, c'était en vrai le plus beau métier du monde. Ouais, c'est vrai que, moi, j'ai pas travaillé en maison de retraite, mais j'y ai fait des stages pendant mes études d'infirmier. Et ouais, c'est vrai qu'on apprend beaucoup à leur contact. Moi, j'ai des souvenirs de patients incroyables qui racontent déjà la guerre. Ouais. Le nombre de patients qui se font un plaisir de raconter la guerre. Ouais, c'est ça. J'adore. Et qu'est-ce que tu retiens de tes années d'aide-soignante?
T'as fait aide-soignante pendant combien de temps? Pendant une dizaine d'années. Ouais. Je ne serai jamais, en fait, autre chose qu'une aide-soignante. Je serai infirmière, ouais, mais je garderai toujours mon âme d'aide-soignante, hein. Je compte bien la garder, en fait. Ah oui. J'aime beaucoup ce métier et je pense que être sur le terrain, c'est le top. Moi, j'ai rencontré une dame une fois qui m'avait scotché parce qu'elle était super. Elle devait avoir allez, 85 ans, 86 ans. Et en fait, c'était un ancien mannequin. Et elle était encore dans son, dans son truc où elle prenait soin d'elle. Elle était tout le temps manicurée. Elle me disait, il faut toujours plaire. Toujours, toujours plaire. Elle me disait, même avec votre tenue, il faut toujours plaire. Et j'adorais parler avec elle. Elle avait plein de choses à raconter. Elle avait fait des voyages de ouf où c'était vraiment. J'avais l'impression de voyager avec elle à chaque fois qu'elle me racontait. Et franchement, moi, j'ai vraiment rencontré des gens intéressants, des peintres. En fait, on s'en rend pas compte parce que si on discute pas avec eux, on s'en rend vraiment pas compte que ils sont affaiblis par leur maladie, ils sont affaiblis par la vieillesse. Et, euh, et puis, si on cherche pas à savoir, en fait, ça reste des personnes âgées, c'est tout. Alors que quand on commence à discuter avec elle, eh ben, en fait, c'est limite, on se dit notre jeunesse à nous, par contre, elle est nulle. Il y a une série de photos, j'essaierai de les mettre en description du podcast, si je les retrouve, que j'adore. C'est des personnes âgées dans leur chambre de maison de retraite. C'est des photomontages. Et dans le miroir, c'est le métier qu'ils exerçaient avant. Ouais, J'adore cette série de photos parce que nous, on les voit, ou le public les voit, comme des patients, comme des personnes hébergées. Et cette série de photos, elle est magnifique. Et elle remet, donc il y a des militaires, il y a des infirmières, il y a plein de métiers. Et je trouve ça hyper intéressant. ouais. Ouais, rappeler qu'ils ont eu une vie aussi. Et c'est ça, en fait, un bon aide-soignant, je pense qu'il doit se souvenir que c'est pas juste une personne dans un lit, mais une personne qui a vécu. Dire que quand on arrive et puis qu'on les réveille à 7 heures, mais est-ce qu'on leur a demandé s'ils voulaient se réveiller à 7 heures ou à 6h30, alors qu'ils ont travaillé toute leur vie pour la plupart, qu'ils se sont réveillés trop tôt, qui prenaient leur douche le soir et pas le matin. Pour moi, c'est ça, c'est se poser les bonnes questions. Ah, ils savent nous le dire, ça. Bah, pas tous, hein. Il y en a beaucoup qui sont résignés, en fait, à force d'être en maison de retraite. Ils se résignent au planning de soins alors qu'eux, ils en ont vraiment rien à faire. Mais bon, bah, c'est pas grave, je vais prendre la douche le matin alors que je préfère la prendre le soir. Mais parce que ça fait pas partie du planning de soins. Alors on en a rien à faire, en fait, que ce soit le soir ou le matin. Ça change rien pour nous. Moi, j'en prends une le matin et le soir. que Ah, en ça EHPAD, me va sou- falloir changer ses ça me habitudes. ça me saoulerait qu'on me lave que le matin et pas le soir. Et toi, quel regard tu portes sur ce monde? Parce que on entend beaucoup le manque de moyens, on entend Ouais, c'est le vrai que non-respect mm, des résidents. Parce que oui, il faut faire c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, résident. On fait la différence entre patient et résident. ouais, Le résident est chez lui quand il est dans un EHPAD. Le patient, il est à l'hôpital. oui, il est aussi chez lui dans sa chambre. Aussi, oui, c'est vrai. Moi, ce qui a été vraiment dur en tant qu'aide-soignante, c'était l'attachement. C'est qu'un résident, en fait, il est là tout le temps et que des fois, je passais plus de temps au travail que chez moi et j'avais tendance à m'attacher. Mais ça a été, c'était, je pense, mon gros problème depuis toujours, quoi. C'est que moi, je travaille beaucoup à l'affect et j'ai du mal à mettre des barrières. Donc, une personne âgée, en fait, je me référais souvent à mes parents. Mes parents sont âgés aussi. Enfin, surtout mon père, il a 76 ans. Donc, c'était un peu dur de. En fait, ça a fait ma force et aussi mon gros point faible parce que les résidents, je les traitais bien parce que souvent je disais ah, si c'était mon père, moi j'aimerais pas qu'on fasse ça, si c'était ma mère, j'aimerais pas qu'on fasse ça. Et
Mais à côté de ça, du coup, j'avais tendance à m'attacher et à me projeter comme si c'était vraiment mes parents, alors que ça l'est pas du tout. Mais j'avais et puis qu'ils avaient rien à voir. Après, j'ai eu une fois où ça a été, j'avais l'impression d'être dans un miroir avec une famille où la maman était malade. Elle était pas très âgée, mais elle était en clinique de rééducation. Elle avait un cancer généralisé et la famille était composée comme la mienne, avec deux jumelles. Une des deux jumelles était aide-soignante. Et ça a été très compliqué parce qu'elle est restée très longtemps dans mon service et que je m'en suis occupée pendant 8 mois. Et après, elle est décédée. Et quand elle est décédée, j'avais l'impression d'avoir perdu ma mère. Et je me disais, mais si j'ai perdu ma mère, dans quel état je serais? Et c'était très, très, très difficile. Du coup, j'ai mis du temps. J'ai même pris une semaine de congé parce que je me suis dit, non, je crois que je ne reviendrai pas. J'hésitais à revenir. C'était très dur. Et puis avec le temps, avec beaucoup de discussions avec mes collègues, c'est passé. Mais c'est vrai que cette dame, je pense que je l'oublierai jamais. Oui, des histoires comme ça, Mm. on peut pas s'empêcher Ouais. de faire du transfert. Et et t'as d'autres histoires comme ça d'attachement parce que je trouve que dans ton livre, c'est très présent l'attachement Ouais, ouais, ça a aux été. patients. Mais tu le dis tu le dis dès le début que tu fais le lien avec ta grand-mère. Ouais. Mais ouais, l'attachement que tu portes aux résidents, il est assez fort. Oui, c'est vrai que moi, on me l'a toujours reproché d'ailleurs. Mes chefs de service m'ont toujours reproché de trop m'attacher. Mais ils me le reprochaient parce que je pense qu'ils voulaient aussi me protéger parce que j'ai du mal avec ça. Le fait de m'attacher, c'est qu'on emmène tout le temps du travail chez soi. On n'emmène pas les résidents chez soi, mais ça reste dans la tête. Est-ce qu'on a bien fait notre travail? Mais à côté de ça, moi, je trouve que ça m'a quand même poussé à tout le temps faire bien. Moi, j'ai aussi travaillé beaucoup avec les personnes handicapées. Et moi, les personnes handicapées, c'est un lien fort, surtout avec les personnes autistes, parce que j'ai pas de mal à rentrer dans leur bulle et du coup, à plus m'attacher. Ouais, c'est la plus grande partie de ta carrière, si j'ai bien compris. Avec les personnes Les handicapées. personnes En handicapées, ouais. réalité, quand j'ai commencé à travailler avec les personnes handicapées, je me suis dit, je crois que j'ai trouvé ma voie et que je travaillerai qu'avec les personnes handicapées. Et pourquoi? Est-ce que tu sais? Je pense que j'ai une certaine facilité avec eux que j'ai pas ailleurs et surtout avec les personnes autistes. En général, ils viennent tout de suite vers moi. Euh, mais j'avais une psychologue qui m'avait dit que c'était parce que ils ressentaient mes émotions. Et c'est vrai qu'une fois, d'ailleurs, j'étais pas bien parce que j'ai eu un truc personnel. Et puis, il y a, il y a un gamin, enfin un gamin, il doit avoir une trentaine d'années, qui me dit, à peine je suis arrivée au travail, et puis il pose sa main sur mon épaule, il me dit quoi? T'inquiète pas, ça va aller. Comme si qu'il avait tout de suite senti mes émotions. Et c'était étonnant, j'ai dit, rien que tu me dis ça, c'est bon. Pour moi, ça y est, ça va mieux. Ah, j'ai dit, les rôles sont inversés, mais merci. Ah, elle est très forte, celle-là. Ouais, et ça m'avait vraiment marqué. Il est... Et de toute façon, il est toujours après moi, lui. Par contre, la chef de service, elle a souvent tendance à lui dire, tu laisse Alima tranquille. Mais il adore être avec moi. Et voilà, après, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai aussi essayé le métier d'éduc. Alors, je me suis dit, peut-être c'est parce que je suis trop dans le soin et que du coup, j'ai décidé de, de faire le métier d'éducateur spécialisé. Mais en fait, c'était pire. C'était carrément pire. Dans la chronologie, tu as été éducatrice spécialisée avant Non, d'être aide-soignante ou après? Pendant. 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 Moi, j'ai toujours fait plusieurs boulots en même temps. Donc, j'ai souvent cumulé 3-4 boulots. Moi, je Normal. dors pas beaucoup. Donc, souvent, j'enchaînais nuit, jour. Et puis, ouais, j'ai travaillé. En fait, dans la chronologie, j'ai travaillé en maison de retraite. Après, je suis allée dans le polyhandicap
où j'étais veilleuse. J'avais 2 métiers de veilleuse, donc je travaillais beaucoup de nuit. Et la journée, je travaillais soit en IME, soit en clinique. Donc, ouais, je travaillais en IME où j'ai géré un groupe de... En fait, c'était des autistes, mais c'était les plus agressifs. Ils étaient 3 et du coup, c'était un petit groupe où on était 2 pour être... mais la plupart du temps, je me retrouvais toute seule, mais bah oui, forcément, avec les arrêts et le manque de personnel, bah forcément, on se retrouve souvent tout seul. Quand on est 2 pour 3, c'est compliqué de dire non. Mais bon, c'était des personnes qui étaient très agressives et qui pouvaient frapper. Alors, mais bon, avec moi, franchement, j'ai pas eu trop de soucis. J'ai, en général, j'arrivais à les canaliser et c'était une très bonne expérience, d'ailleurs très riche. Mais c'était des enfants très jeunes et du coup, c'est pareil. Moi, c'est pareil, je me projette direct. En fait, que ce soit des personnes âgées ou que ce soit des enfants, forcément, je fais le lien avec soit mes enfants, soit mes parents. Je ne sais pas faire autrement, en fait. C'est très compliqué. Ouais, ça doit être lourd émotionnellement à porter. Émotionnellement, c'est très compliqué et très souvent, ben, je peux me retrouver chez moi enfermée et je dis à mes enfants, vous venez pas, j'ai besoin de me retrouver toute seule et du coup, je pleure souvent. Et ça me permet de libérer mes émotions, mais j'essaie de faire un travail sur moi-même. Hein. Après, on peut pas changer ce qu'on est, hein. Mais je pense que non, on ne me changera pas. Bah non, ça c'est... On me changera pas, mon cœur est comme ça. Et mon père, c'est pour ça qu'il ne voulait pas que je fasse ce métier-là. Mon père, pendant longtemps, il ne voulait pas que du tout, ni que je sois infirmière, ni que je sois aide-soignante. Il me trouvait trop sensible. D'ailleurs, chez moi, il me cache beaucoup de choses. Dès qu'il se passe quelque chose dans la famille, ils évitent de me le dire. Parce que... D'habitude, c'est l'inverse. Quand il y a un soignant dans la famille... Ouais, non. Pas chez moi. Ouais, c'est intéressant, mais je pense qu'il y a plus de personnes qu'on le pense qui font du transfert. Ouais. Je pense que c'est... Les gens le cachent, mais dans la profession, c'est impossible de ne pas faire de transfert. Ouais, bah oui. Après, je pense qu'il y a un degré. Je pense qu'on ne peut pas revenir avec tous les patients à la maison. Ouais, non, mais de toute façon, après, on n'a pas la même relation avec tous les patients. Mais c'est vrai qu'il y en a, bah, c'est comme tout. Il y en a, ils vont rentrer dans votre cœur et puis s'y loger bien, bien comme il faut, et voilà. Bah déjà, on ne voit pas, rien que nous deux, par exemple, si on prend l'exemple, moi, aux urgences, c'est impossible d'avoir ça. Oui, parce que c'est des gens qui vont C'est pas des rester. petites Ça, prises en des charge. Ouais. passages. Et quand la prise en charge est plus longue, en fait, plus le temps est long, plus on s'accroche. Bah, en fait, je c'est me normal. suis dit, peut-être que je vais aller travailler aux urgences plus tard pour plus avoir de cas qui prennent du temps et que j'ai pas le temps pour une relation. Et ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit peut-être que un truc, un service où vraiment c'est du passage et que... Mais ça va pas te manquer? Ouais. J'ai l'impression. C'est sûr même. Ouais. Moi, il y a un truc que j'aimerais voir avec toi, parce que quand j'ai lu le nom de ton livre, au début, j'ai tiqué. Parce que, et je trouve ça hyper intéressant, c'est pour ça que je voulais en parler avec toi. Donc ton livre s'appelle La Veilleuse. Ouais. Et du coup, moi, en lisant ton livre, je pensais pas que j'allais avoir affaire à une aide-soignante. Est-ce que c'est pas... C'est vraiment pas péjoratif ce que je vais dire, hein, mais est-ce que c'est pas réducteur de dire qu'une aide-soignante est une veilleuse? Est-ce qu'il n'y a pas deux métiers différents? En réalité, la veilleuse, non. Pour moi, il n'y a pas de métier différent. Parce que pour moi, une veilleuse, ça veille au sommeil, ça veille au confort. Ça prend en charge quand il y a une urgence. Là, avec le Covid, quand même, on a géré pas mal d'urgences. J'ai envoyé des résidents aux urgences au milieu de la nuit. Donc, il fallait prendre des constantes, fallait prendre... Non, et pour moi, en fait, la veilleuse, c'était surtout... Ce nom-là, en fait, c'est des résidents qui me l'ont donné. D'accord. C'est comme ça qu'ils m'appellent. Et en fait, sur un lieu de vacation où je travaille souvent, j'y vais la journée et la nuit.
Mais que je vienne la journée ou la nuit, il m'appelle la veilleuse. Et moi, j'ai fait le lien avec une veilleuse qu'on pose sur un chevet. Donc, pour moi, c'est vrai que j'étais la lumière, leur lumière dans la nuit. J'ai surtout une résidente, quand je pense à la veilleuse, je ne sais pas pourquoi, je pense tout le temps à cette résidente. Quand j'arrive, parce qu'ils ont tendance à afficher qui travaille la journée, avec des photos. Et du coup, ils mettent la veilleuse qui va venir travailler la nuit. Et du coup, cette résidente, elle m'attend à l'entrée. À chaque fois que c'est moi, elle attend pour que je lui fasse un câlin. Trop Et que je bien. l'accompagne à sa chambre. Elle ne dormira pas tant que je ne suis pas arrivée. Et où j'étais embauchée avant, c'est pareil, il y avait un résident. En fait, moi, je passais pas par l'entrée principale. Je passais toujours par derrière parce que je garais ma voiture derrière, juste à côté de l'entrée par derrière. Et il m'attendait là-bas. Mais à chaque fois que je travaillais, quand c'était l'autre veilleuse, ça ne te dérangeait pas d'être couché, mais quand c'était moi, il fallait qu'il m'attende. Et non, trop pour mignon. moi, c'est... Ah, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était la pas petite lumière. péjoratif. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que c'était pas péjoratif. Mais c'est vrai que du coup, pour moi, ce que tu racontes, c'est le travail d'une aide-soignante. Ouais. Bah, c'est pour ça que d'ailleurs que tu es aide-soignante et que tu fais ce Oui. travail-là. Après, moi, je trouve que les veilleuses, elles sont mal... Disons qu'en fait, elles font le... Parce que je remplace souvent une veilleuse. Cette veilleuse-là, elle fait exactement le même boulot que moi. Sauf qu'elle n'a pas mon diplôme. Et que du coup, elle est moins payée que moi. Et je trouve que c'est pas normal. Vu qu'elle fait le même boulot, je trouve que c'est pas normal. Il y en a beaucoup dans la profession. Ouais. Les faisant fonction. Les faisant fonction, ouais. Pas le diplôme, mais le même travail. Le même travail. Et on devrait être payé quand même à notre boulot et pas à notre diplôme. Sachant qu'il y en a qui font quand même vraiment bien leur travail. Ah bah bien sûr. Pas forcément des gens qui sont diplômés. Hein. Mais moi, je pense qu'en France, le problème des diplômes, c'est qu'on ne juge pas les compétences. Et ça, c'est dommage. Bah, c'est pour ça que le métier d'aide-soignant est accessible en validation des acquis. Ouais. Je trouve que c'est très bien parce que c'est se voiler la face que de se dire que n'est aide-soignant que des gens qui ont le diplôme aide-soignant. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui font le rôle d'aide-soignant, qui font tout jusqu'aux soins, jusqu'à la distribution de médicaments et qui n'ont pas le diplôme. Moi, quand j'ai commencé, quand même, j'étais sur un établissement où on me demandait de passer des médicaments dans une sonde. Et c'est quand j'ai été diplômée et j'y suis retournée, je ne leur ai dit plus jamais. Vous me faites ça. D'accord. Donc, je n'étais pas diplômée aide-soignante, hein, mais je faisais le boulot d'infirmière. Oui, donc le glissement de tâches, parlons-en. Là, c'est plus du glissement de tâches, hein, parce que je n'étais pas C'est diplômée. du glissement de glissement. Ouais. Pendant plusieurs mois, d'ailleurs, j'ai passé les médicaments dans la sonde sans connaître les risques. Et c'est vrai qu'un jour, quand j'ai été diplômée, je suis allée travailler, mais c'était même plus sur le même... et le chef de service m'a dit, oui, il va falloir rincer les sondes. J'ai dit, non, je viens de passer 10 mois. Pendant 10 mois, on m'a dit qu'il ne fallait pas que je le fasse, je ne le ferai pas. Il m'a dit, mais on va vous former, on va vous faire un protocole. Je dis, pas de protocole, je ne fais rien du tout. Ah, carrément créer un protocole pour contrer ça. J'ai dit, non. J'ai dit, vos protocoles, ils sont bidons. Ils ne sont pas reconnus, donc non. Il n'a pas cherché, il a compris à qui il avait affaire. Ça t'est arrivé souvent d'avoir ce genre de glissement de tâches ? Quand j'étais pas diplômée. Ouais. Après, une fois que j'ai été diplômée, que je connaissais le référentiel, je me suis jamais démontée pour dire non. Donc, quand on me demandait de faire quelque chose qui était du glissement de tâches, je disais non clairement. C'est bien parce que du coup, ce qu'on rappelle, c'est que le glissement de tâches, ça existe beaucoup. Et souvent, c'est du travail infirmier réalisé par l'aide-soignant ou du travail aide-soignant réalisé par un faisant fonction aide-soignant ou une ASH, agent des services hospitaliers. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup dans la profession. Ouais. Si les gens écoutent ce podcast et ne sont pas
dans le milieu. C'est pour ça que je replace un peu les choses. Et là, maintenant, plus du tout. Non, Non, c'est bien. non, je me fais pas avoir. Et puis en plus, il y a trop de risques. Je trouve qu'il y a trop de risques. C'est pas pour rien en fait qu'il y a des diplômes. Je pense que chacun doit être à sa place. Et puis si, en fait, le problème de ça, c'est que je trouve que plus on va faire des tâches qui ne sont pas les nôtres, et plus on va nous les affecter. Et on va se retrouver débordé. On l'est Bah oui. déjà en plus. Moi, je voulais faire un parallèle. Je voulais prendre un temps aussi pour parler du Covid, parce Mhm. on est en pleine période. On devait enregistrer ce podcast déjà il y a plusieurs mois, 2 jours après l'annonce du confinement, donc on a dû annuler. Est-ce que ça a changé dans ta pratique? Toi, qu'est-ce que ça a fait le Covid? Hormis les masques qui grattent, non, moi je crois que ça n'a pas trop changé parce que j'ai toujours été prudente. Euh, dans le lavage des mains, je suis pas du genre à faire la bise à mes collègues déjà. Et, euh, et puis voilà, non, je pense pas que ça a changé. Après, c'est vrai que c'est surtout maintenant que c'est une ambiance un peu anxiogène, plus ça. Donc ouais, c'est vrai que j'ai des collègues qui vont avoir plus peur. Moi, je l'ai eu le Covid, donc maintenant j'en ai moins peur Moi parce que aussi. je sais ce qu'ils pouvaient me faire. Je fais partie du club. Quoique Tu fais maintenant, partie du on club. fait quasiment tous partie Partie du du club. club, Alors hein. là, vu le nombre de gens contaminés. Ouais, c'est clair. Euh, non, moi, pour moi, ça a rien changé. J'ai toujours fait attention aux gestes barrières, donc Et comment tu as vécu cet engouement pour le personnel de santé? pour moi, Ouais. je vais être franche, pour moi, c'est du foutage de gueule. Mais j'adore, parce que j'ai la même réponse. Parce que pour moi, on se moque un peu de nous, quoi. Bon, a priori, il y aurait de revalorisation de salaire, ce qui n'est pas négligeable. Après, la revalorisation, elle est pas très élevée, je trouve, parce que nos salaires, comment ils sont bas. Et moi, la prime, j'en ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas eu. Je T'as l'ai pas eu pas la vu. prime? Non. J'ai eu une prime en tant qu'éduc. Vous allez rire. J'ai eu 125 euros. Donc, c'est pas énorme. Et, euh, et puis, sinon, en tant qu'aide-soignante, j'ai rien eu. Au moment du Covid, tu travaillais dans quel service? J'étais éduc. J'étais Éduc, éduc. ok. Et je faisais des vacations d'aide-soignante. Ok, d'accord. Ouais, parce que du coup, les gens qui ont eu la prime, c'est certains services dans certaines régions. Ouais, sauf qu'on a géré quand même le Covid. Ah oui, bien sûr, bah, tout le monde a Sauf géré que le le Covid. Covid a été partout, hein. Donc, certains services, qu'on estime qu'une aide-soignante, elle est plus en danger en milieu hospitalier qu'en EHPAD ou dans des structures pour polyhandicapés. Je suis désolée, mais pour moi, c'est pas vrai. Parce que on était tous, dans ce cas-là, dans les rues et tout ça, personne n'est en danger. Bah, c'est le problème de cette prime de 1 000 € qui est arrivée à certains. Pas à d'autres. Il y en a qui ont même eu, j'ai des gens que je connais hein, qui ont eu 1 500 euros. Hein. 1500. Ouais, qui ont travaillé en EHPAD. Il y avait 1500 en EHPAD. Ok, d'accord. Mm. Bah, moi, je dis tant mieux pour ceux qui l'ont. Tant mieux. Mais, Franchement, mais c'est vrai que oui, c'est j'étais contente dommage. pour elle, hein, mais Mmh. Moi, je trouve que plutôt que de mettre rien à certains et 1 000 € à d'autres, on aurait pu mettre 500 à tout le monde. voilà, c'est ça. Je trouve que ça aurait été mieux. Parce que moi, personnellement, j'ai eu les 1 000 €. Ouais. Travaillant dans un service d'urgence parisien, je remplissais tous les critères. C'est vrai que nous, on a été beaucoup affectés par le Covid, mais j'ai pas l'impression d'être plus méritant de ces 1 000 € que quelqu'un qui travaille dans un EHPAD, qu'une infirmière qui travaille à domicile, qu'une aide-soignante qui travaille en SIAD, soins infirmiers à domicile, qui fait des soins à domicile, qui se déplace. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Mais ça me fait plaisir. En fait, c'était un peu pour initier le sujet. Le... Puis on nous a applaudi pendant tout le confinement et après, plus rien. C'est ça, c'était des applaudissements. Après, on a eu aussi des choses qui étaient pas belles à voir parce que moi, j'ai des collègues qui ont eu des messages sur leur voiture parce qu'elles étaient aides-soignantes à l'hôpital et que c'était dans des petits villages et qu'il fallait surtout pas rester habité là. Donc des trucs un petit peu aberrants. Mais c'est dommage.
c'est dommage parce que, d'accord, c'est une ambiance assez anxiogène, je veux bien comprendre. Mais on reste des êtres humains, on reste un peu solidaire. C'est bien Il la le faut. solidarité. Non, moi, ce que j'ai encore dit à une patiente cette semaine, c'est n'applaudissez pas aux fenêtres, mais remerciez le personnel soignant quand vous en avez besoin. Et c'est tout, en fait. Il y a rien besoin. Partez de la caisse, dites merci aux gens, et puis voilà. Un bonjour et bonne journée, c'est très bien. Ouais, mais en fait, ce dont j'ai l'impression, et comme c'est le premier épisode qui sort après le, le confinement, je trouvais ça intéressant d'en parler. C'est que moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soignants qui les ont mal vécu, ces applaudissements. Enfin, pas mal vécu en soi, c'est peut-être un peu fort, mais moi, par exemple, ça m'a pas fait plaisir. À titre personnel, et j'ai beaucoup de collègues qui partagent cet avis. Bah, moi, je n'irai pas jusque-là, mais je trouve ça juste ridicule. C'est un bon résumé. Et du coup, là, maintenant, tu t'es lancé dans des études d'infirmière. Ouais, Ce que je tu as suis très toujours contente. voulu faire, c'est ça? Ouais, ça fait 18 ans que j'ai envie de faire ça. C'est quoi la motivation d'être infirmière après? En fait, je pense que une bonne infirmière, c'est d'abord une bonne aide-soignante. Et que c'est juste de la technique en plus. Et moi, je voulais voir des choses un peu plus spécifiques. Et ça va faire plus de choses. Je pense que de toute façon, dans le diplôme d'infirmière, la première année, c'est surtout aide-soignante, quoi. Donc, pour moi, c'est juste une évolution et pas un autre métier. Ok, ouais. Parce que ce qu'il faut expliquer, si les gens écoutent et connaissent pas, c'est que quand on est infirmier, on est aide-soignant. On dit que la première année, c'est l'année aide-soignant. C'est un raccourci, mais pas tant que ça, finalement. Donc la première année, on apprend le métier d'aide-soignant, et les années suivantes, on approfondit notre métier d'infirmier. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un infirmier est d'abord un aide-soignant. Voilà. Et pour moi, c'est juste une évolution. C'est juste apprendre plus de choses, savoir faire plus de choses, et c'est tout. Mais pour prendre soin au mieux un patient ou un résident. Donc pour moi, je serai toujours, c'est ce que je dis toujours, c'est que je serai toujours aide-soignante. Parce que je serai juste aide-soignante infirmière. Et tu seras d'abord aide-soignante ou d'abord infirmière quand tu seras infirmière? Ah, je pense que c'est pas dissociable. Franchement, je pense que c'est pas dissociable. Et j'espère tomber dans un service où je pourrais vraiment travailler en binôme avec une aide-soignante pour pouvoir continuer à faire des toilettes et continuer à faire tout ce que j'ai pu apprendre. Ouais, le binôme est très important. On dit souvent le binôme, ça fait la bonne ambiance, ça fait la qualité du soin. J'ai travaillé avec des infirmières qui étaient géniales aussi. Bah, moi, je trouve que c'est ce qui donne envie d'aller travailler. D'être dans une bonne ambiance au travail, je trouve que c'est ce qui donne envie. Bah, c'est clair que quand on a une personne qui va faire la gueule toute la nuit ou toute la journée, ça donne pas trop envie. Mais bon, après, moi, je suis quelqu'un qui est très, je dirais, rigoureuse au travail. Et c'est vrai que moi, en général, j'ai des bonnes vibes. C'est comme ça qu'on dit souvent de moi. C'est que je suis assez entraînante. Et du coup, bah, même quand ça va pas, ça finit par aller. Parce que même moi, quand je vais pas bien, ben, en fait, je vais pas ressentir. Et du coup, c'est pas trop compliqué de reprendre ses études après avoir travaillé. Bah, pour le coup, là, moi, je me suis fait un petit peu avoir. Parce que déjà, j'ai fait une démission reconversion, donc un dispositif de chez Pôle emploi, donc pour pouvoir percevoir mes indemnités acédiques, enfin l'ARE, et être financé par la région. Sauf que ce que je savais pas, c'est que il faut pas avoir quitté le social. Et vu que j'étais éduc, j'étais embauchée en tant qu'éduc, et ben j'ai quitté le social pour faire une formation du social, du sanitaire et social. Et du coup, ben j'ai perdu mon financeur. Mais bon, c'est pas grave, ça. J'ai bien trouvé un moyen de financer ma formation parce qu'il est hors de question que je lâche. Ça fait 18 ans que je veux la faire, pas maintenant que je vais lâcher.
Mais ce qui est difficile, ouais, c'est de gérer, je pense, moi j'ai 36 ans, hein, je peux te dire, l'école c'est loin. Et rester remobiliser sa concentration, rester assise 4 heures de psycho. Je me suis tapé 4 heures de psycho hier. J'ai cru que j'allais en pleurer tellement j'en pouvais plus. 4 heures assise sur une chaise, déjà, c'est très compliqué. Heureusement qu'il y a une petite pause de 10 minutes quand même, mais c'est pas suffisant. Ouais, moi, je trouve qu'en ce moment, tu es dans la pire période d'étudiant infirmier. Ouais, ouais, Le ouais. premier Le premier semestre, semestre, il est horrible. pour moi, c'est le pire. Ouais, et puis il est pas très concret, donc c'est vrai qu'il est pas top. Après, je sais, j'ai regardé le programme, c'est un petit peu plus attrayant, mais le premier semestre, il est lourd. Il est lourd, lourd. Donc voilà, après, selon les intervenants, c'est plus ou moins intéressant, donc on arrive à se concentrer, mais sinon, des fois, j'ai eu un intervenant, alors il nous a détaillé l'évolution de l'être humain de ses 3 mois, enfin non, de sa naissance, en passant de 3 mois en 3 mois jusqu'à 16 ans. J'ai cru que j'allais péter un câble. Il a détaillé toutes les phases. Toutes les phases. Toutes les phases. Ah non, franchement, j'avais envie de dormir. J'avais envie de dormir. Donc voilà. Mais sinon, non, franchement, je trouve que c'est très intéressant. Après, j'en apprends tous les jours sur moi, du coup. Et du coup, ça me permet de voir même mon métier d'aide-soignante autrement, d'un autre point de vue. Et c'est génial. Et comment tu appréhendes les stages? En les stages, je les appréhende pas. Si, je les apprends dans le sens où je suis quelqu'un qui est très, disons, cadrant. Et du coup, je sais pas si je vais réussir à m'entendre. En fait, avec mes collègues, mais bon, je vais essayer de me faire petite. Je vais essayer de me faire petite. Je vais essayer. Hein. Je sais pas de gagner, mais bon, je peux toujours essayer. C'est tout le problème de cette formation. Ouais, non, ouais, il faut fermer sa bouche et tout. La place de l'étudiant. Quand on voit des choses qui nous plaisent pas ou qui sont pas. Moi, perso, j'ai pas réussi. Si t'as la recette. Non, mais moi, je suis sûre que j'y arriverai pas. Ah oui, non, c'est sûr. Ouais, non, c'est ça qui est le plus dur, c'est ça, c'est de voir des choses, des mauvaises pratiques et puis de devoir rien dire parce qu'on est en stage. Bah après, moi, ça m'a apporté défaut déjà quand j'étais en formation d'aide-soignante. Hein. Je me suis déjà fritée plusieurs fois. J'ai dû faire appel au cadre plusieurs fois. Mais bon, après, on change pas quelqu'un. Non, mais là, moi, je fais le parallèle avec mes stages, c'est pour ça. Ou c'est pareil, moi, j'ai pas réussi à me taire et ça m'a valu quelques problèmes. Ouais. Tu connais l'histoire des singes, là? Les 3 singes, un qui se cache les yeux, l'autre qui se cache les oreilles. Non. C'est une échelle avec des bananes au-dessus. Et en fait, tu as 2 singes au début. Et il y en a un qui essaye de monter. Et en fait, tu as un instructeur qui dit si vous montez chercher les bananes, vous allez vous faire arroser avec de l'eau froide. Et du coup, tu en as un qui n'écoute pas, qui va essayer de chercher les bananes. Et du coup, l'autre, il se fait arroser. Donc, celui qui s'est fait arroser, il tape le singe 1. Et après, on rajoute un singe. Et du coup, à chaque fois qu'il y en a un qui essaye de monter, avant même qu'il se fasse arroser, il se fait taper. Donc, et c'est comme ça, on en rajoute un. Et c'est toujours le même schéma. Et en fait, à la fin, on dit, si on devait poser la question au singe, pourquoi il ne monte pas chercher les bananes, il dirait c'est comme ça, ici et pas autrement. Mais en fait, c'est un peu pareil dans les services. C'est-à-dire qu'ils ont des mauvaises pratiques et qu'il y a un nouveau qui arrive et on va lui dire c'est comme ça et pas autrement. Soit tu te plies au truc, soit tu dégages. Ouais, c'est compliqué. Et ben c'est ça en fait avec les stagiaires. C'est souvent quand on arrive, on dit nous on est tout frais avec une formation qui nous a pris la tête mais qui est bien fraîche, donc on connaît les bonnes pratiques. Mais si on essaie de la montrer à quelqu'un, on dit tu te fatigues, fais pas ça comme ça. Juste un truc simple, hein. Tu te fatigues, regarde si tu fais ça comme ça, tu vas préserver ton dos ou autre chose. Et elle va mal le prendre. Alors qu'en vrai, on est là. Moi, je pars du principe qu'on peut apprendre tous les jours.
de quelqu'un. En fait, Bah. que chaque personne qu'on va rencontrer dans la vie va nous apprendre quelque chose. Ouais, c'est la place de l'étudiant. faut trouver la façon de le dire. Moi, j'ai pas trouvé. Ah bah moi, je suis pas sûre d'avoir la méthode, hein. Franchement, je suis pas sûre. Mais je suis même je trouve certaine de pas l'avoir. Je trouve que de vivre ça en stage, moi je le vois, les étudiants, on a un autre rapport aux étudiants quand ils viennent dans le service. Moi personnellement, mes études se sont mal passées, mes études d'infirmier se sont mal passées, et le fait de voir des étudiants qui sont en train de galérer là où moi je galérais il y a quelques années. Parce que tu es bienveillant. Bah j'espère, mais c'est tout, elle est là la différence. Quelqu'un qui va mal lever, ça va pas forcément faire ça sur lui. Au contraire, elle va dire bah, moi j'ai galéré, bah, toi aussi tu vas galérer. Et ben moi j'ai entendu ça. J'ai entendu des professionnels, je dirais pas infirmiers parce que j'ai entendu des aides-soignants, des infirmiers, et j'ai entendu plein de gens le dire. J'en ai chié, il n'y a pas de raison que t'en chies pas. Ouais. Elle est folle cette phrase. Ouais, bah, parce qu'il y en a qui vont trouver ça formateur. Que genre, si t'en as chié, bah, c'est bien. Ça va être plus facile pour toi après. Mais en plus, ce dont on parle, c'est dans l'actualité, parce que je sais pas si t'as vu, mais sur les réseaux sociaux, il y a eu le hashtag balance ton stage. Ah oui, on va en parler en plus. Ouais, le balance ton stage. Alors, d'après ce que j'ai compris, ça a été ouvert un peu pour tous les stagiaires, toutes professions confondues. Mais alors, les infirmiers. Ils se sont lâchés. Ah, ils se sont lâchés, ouais. Il y a des histoires. Mais ça m'étonne pas. Hein. Mais ça va de la réflexion à l'agression. Ouais. Après, les réseaux sociaux, le problème, c'est qu'on est derrière un téléphone et qu'on ne sait pas ce qui parle. Il y en a qui sont tellement dégoûtés qu'ils arrêtent en cours. Ils arrêtent en cours. Hein. C'est ça qui est dommage. Ouais. Bah, c'est le problème de ce comportement en stage. C'est que ça pousse des gens, oui, à arrêter la formation. Oh, moi, quand j'étais en stage, j'avais fait un stage en psy et parce qu'on m'avait jamais dit qu'il fallait pas laisser sa clé sur un placard. Et en fait, pour me le faire comprendre, mon référent, il m'a enfermé dans le placard. Parce que j'ai laissé ma clé, je suis rentrée chercher un truc dans le placard, mais j'allais ressortir aussitôt. Et en fait, il m'a enfermé pendant 15 minutes. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pour me faire comprendre qu'il fallait pas que je laisse ma clé, je lui ai dit, mais tu sais, tu m'aurais dit, laisse pas ta clé. Je pense que j'aurais aussi bien compris. Il m'aurait dit, ouais, fais gaffe, ça aurait pu être impatient. Non, et puis au pire, tu le dis une fois et c'est bon. Il a dit, on est en psychiatrie. Tu laisses pas ta clé sur le placard. J'ai dit, ok, donc tu m'as foutu une frousse pendant 15 minutes. C'est Je sais pas si je suis claustro, tu sais pas si je suis asthmatique, tu connais rien de ma vie. Tu m'enfermes. Du coup, j'en ai référé au 4. Mais bon, ça ne changera rien. Il sera toujours référent de stage. Moi, j'ai vécu ça dans un stage où j'ai dénoncé la maltraitance. Et je me suis retrouvé, moi, la victime. Et tous les autres n'ont rien eu. Moi, quand on essaye de parler... Ouais, moi, en général, ça, par contre, je ne sais pas si tu t'as lu dans mon livre, j'avais dénoncé un collègue. Enfin, après, je l'ai fait... C'est que moi, je lui ai dit, je vais dénoncer. Je vais pas le faire dans ton dos. Hein. Et du coup, quand on est arrivé, quand j'ai vu que la directrice, elle faisait rien, je l'ai menacé d'écrire au procureur, ça a tout de suite fait son effet. Ça fait tout de suite son effet. De toute façon, quand on parle de justice, ça y est. Et après, ça dépend de la justice, en même temps. C'est dommage qu'on puisse pas discuter juste. Ouais. On soit obligé. Parce que moi, c'est pareil. Hein, ouais, enfin, il avait eu des actes quand même très violents. Ouais, bah, on rentrera pas dans les détails, évidemment. Ouais. Moi non plus, sur... Moi, pour moi, ces gens-là, ils devraient pas faire ce métier, c'est tout. Ça s'arrête là. Bien sûr, ouais. Si tu perds ton sang-froid sur une personne handicapée qui parle pas, c'est-à-dire que après, même si tu pars de là, tu vas travailler ailleurs, on ne sait pas où tu vas travailler, mais si il se retrouve à domicile, comme c'est le cas d'ailleurs, il s'est retrouvé à domicile, il est tout seul, il n'y a personne avec lui. Ou il aurait pu très bien être veilleur à ma place et mais comme beaucoup, on est tout seul dans une chambre, même à l'hôpital, hein, alors qu'il y a plein de monde autour. Bah, lui, il était tout seul dans une chambre, c'est parce qu'il a été vu. Mais c'est dommage.
Parce que si tu veux pas faire ce boulot-là, faut aller ailleurs. Il y en a plein qui veulent le faire. Ah bah ça, et il y en a plein qui le font bien. Parce qu'évidemment, c'est plus facile de raconter ce qui se passe mal, mais je pense que t'en es un bon exemple. Hein. Je pense que t'as raconté pendant tout le podcast ton parcours, et ça donne... J'espère que ça va donner des envies à des gens, soit de faire une reconversion. C'est un beau métier et qu'il faut... que c'est bien de faire ce métier-là. Moi, ça m'a beaucoup apporté, moi, je trouve. Et tu conseillerais aux gens de faire infirmier tout de suite ou passer par ton parcours d'aide-soignant avant? C'est bien de faire aide-soignante avant. Non, c'est bien, je trouve que l'évolution, elle est bien. Aide-soignante et après infirmière, de toute façon, quand on fait aide-soignante, déjà, on apprend plein de choses qui nous permettent de mieux appréhender notre formation d'infirmière. Et en plus, on peut se faire dispenser des UE d'AS, donc ça n'enlève rien. Donc, non, moi, je pense que c'est bien, c'est une bonne évolution. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant de passer à la carte blanche? Non. Du coup, je t'ai prévenu un peu en retard. Est-ce que tu as un sujet que tu veux aborder Moi, je voulais parler du métier d'éducateur qui a été vraiment mis de côté durant le Covid. Et pourtant, ce qui m'a un peu choquée, c'est qu'on a enlevé les enfants qui étaient dans nos foyers de l'école. Du coup, on a eu à les gérer. Et en fait, ces enfants-là, il fallait faire l'école au foyer, quoi. Il fallait leur faire cours. Comme un parent, il devait faire cours à ses enfants. Sauf qu'ils étaient souvent 12, 13, 14. Et on était 2. Donc, du coup, on n'a pas été aidés, on n'a pas été entendus, on n'a pas été écoutés, on n'a pas parlé de nous en tant qu'éduc. Et on a plus parlé des soignants. Et je trouve ça dommage en fait, je pense que les métiers du social, il n'y a pas que le médical, il y a aussi beaucoup l'éducatif. Et qu'il faut en parler. Il faut aussi changer la façon d'appréhender les enfants qui retournent chez leurs parents. Par exemple, les IME, ils ont été fermés. Et que du coup, les parents se sont retrouvés démunis avec des enfants autistes qui pouvaient être agressifs. Un autiste, si on lui enlève son cadre, donc c'est-à-dire qu'il va à l'IME, qu'il rentre chez lui à 16h, qu'il a toute une planification qu'il n'a pas eue, ça devient vite fait ingérable. Et je trouve que ça a mal été géré. Et je trouve ça dommage. Merci. Voilà, c'était le 4e épisode Data Santé. Je remercie Halima d'avoir participé, merci à elle pour sa confiance et merci à vous de nous avoir écoutés. Cet épisode a été préparé en collaboration avec Alix Defocal et Manon Claret qui ont accepté de rejoindre l'aventure du podcast avec moi. Merci à elles. Vous retrouverez tous les liens et références citées en description. Vous pouvez partager et commenter cet épisode. Je compte aussi sur vous pour laisser plein d'étoiles sur iTunes, ça permet un meilleur référencement du podcast. Enfin, je remercie Maxime Martin pour l'identité visuelle du podcast et pour ce magnifique logo qui me représente si bien. Je vous mets son contact en description. Si vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux ou par mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode. Salut!